Et bienvenue sur Radio Modin. Je suis tombé sur la vidéo d'un descendant d'immigrés laotiens qui vient déverser sa haine de la France et des Français au nom d'un soi-disant décolonialisme antiraciste et qui demande en gros à ce que les militants décoloniaux, etc. deviennent encore plus radicaux. Donc ici, je vais répondre à cette vidéo absolument catastrophique et lamentable. Alors, amusez-vous bien. Il y a une phrase que j'ai entendue toute ma vie. Peut-être l'avez-vous déjà entendue, cette phrase c'est « Oui, mais il faut être plus nuancé ». Et j'avoue qu'à force, je m'en suis autant lassé qu'accommodé. Bon alors, avant d'aller plus loin, je vais vous donner un peu de contexte. Déjà, cette vidéo, elle vient de la chaîne ultra subventionnée Histoire qui pue, dont on a déjà pas mal parlé, une chaîne qui surfe à fond sur le business de la victimisation, avec des propos qui frôlent l'appel à la haine et qui pourtant bénéficient d'argent public. Ça, je pense que c'est toujours important de le rappeler. Et l'idée de cette vidéo, elle est claire, appeler à la radicalité. Et la charmante personne qu'on va entendre ici, c'est Franck Lao. Pourquoi Lao ? Parce que ce mec-là, il est descendant de réfugiés de la guerre civile du Laos des années 70. Comme beaucoup de personnes d'Asie du Sud-Est qui ont fui la guerre civile, puis la dictature communiste instaurée dans une partie de ces pays. Et ça, rien que ça, c'est déjà absolument insupportable. C'est-à-dire que la France a accueilli ses parents, leur ont sauvé les miches pour échapper à un gouvernement d'extrême gauche qui rend la vie absolument infernale. Et ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il devient militant d'extrême gauche. Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors, on peut quand même souligner que ce mec-là, il n'est pas représentatif de la communauté sud-est asiatique en France, qui dans son écrasante majorité, que ce soit les Vietnamiens, les Cambodgiens ou les Laotiens ou autres, sont plutôt bien intégrés, si ce n'est carrément assimilés, et ils n'ont jamais véritablement causé de problème. Et la plupart ont même été reconnaissants envers la France de les avoir accueillis et donc de leur avoir sauvé la vie. Alors, vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que ce mec-là, il a adopté cette voie-là, très lucrative du décolonialisme. Vous allez voir. Alors, je vais pas vous dire que c'est un cas d'école, mais c'est un cas d'école. On me l'a dit au lycée par exemple. En philo, il m'arrivait de ramener certaines rédactions à la question raciale. Ça m'a valu des 0,5 sur 20 de la part de ma prof. C'était hors sujet, tout simplement. Moi, je me souviens à l'époque avoir utilisé la stratégie exactement inverse, que ce soit en français ou en histoire ou en je sais pas quoi. Si on pouvait citer un petit Anne Frank ou un petit Primo Levi ou quelque chose comme ça, on avait la garantie d'avoir au moins la moyenne. Qu'importe d'ailleurs que vous ayez lu les livres en question. Mais vous voyez, rien que ça, c'est intéressant quand même. Il a une mauvaise note, c'est à cause du racisme systémique. C'est fantastique. Être plus nuancé. On me l'a dit dans ces débats, au cours de dîners entre amis. Ceux, vous savez, qu'on ne choisit pas dans un premier temps. Ceux qu'on se fait au gré des rencontres où le positionnement politique n'est pas encore un critère de sélection. Et ça, ce qu'il nous dit en creux là, mais c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, il parle de ses amis qu'il a pu se faire, je sais pas, au primaire, au collège, jusqu'au lycée. C'est-à-dire jusqu'au moment où les opinions politiques sont devenues un critère de sélection. Donc là, vraiment, il faut comprendre qu'on est vraiment dans la dérive sectaire. C'est incroyable. Et ça, c'est extrêmement fréquent chez les gens de gauche. On me l'a finalement dit quand je parlais du racisme que je vivais, que mes proches vivaient et surtout lorsque je souhaitais en tirer une analyse politique. T'as bien de la chance parce que nous, les Blancs, quand on parle du racisme qu'on subit, on nous dit de la fermer. On a une armada de petits journalistes et de petits activistes subventionnés comme toi qui nous tombent dessus. Les tribunaux ne retiennent pas le motif. Et globalement, c'est quelque chose dont on n'a pas le droit de parler dans nos propres pays. Et pour connaître pas mal d'Asiatiques en France, il y a quand même un truc que j'ai pu constater, c'est que le racisme qu'ils subissent en France, il vient principalement des Noirs et des Arabes. Surtout des Arabes d'ailleurs. C'est principalement eux qui font le coup du ting-chong, du ting-tok, des yeux plissés, etc. Et surtout, les agressions physiques, c'est plutôt de ce côté-là qu'elles viennent. Alors je dis pas que du côté des Français de souche, ça n'existe pas, ce genre de comportement, bien entendu. Enfin, il y a quand même une très large surreprésentation de la part de certaines communautés racisées lorsqu'il s'agit de comportements racistes envers les Asiatiques. Et surtout, le niveau de violence est absolument incomparable. Donc, pour qu'un Asiatique se mette comme ça dans le délire décolonial et adopte ce discours ultra-victimaire, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Alors quoi ? Ça, on le découvrira un petit peu plus tard.
quand j'essayais de nommer des choses qui, pour moi, étaient évidentes depuis un angle décolonial. Voilà, selon un angle décolonial, comme s'il n'y avait qu'un seul angle d'analyse pour observer, étudier et comprendre le monde. Avec cette simple phrase, il avoue à quel point il est dans un pur délire. Un délire sectaire, dans une foi irrationnelle, dans une explication ultra simplificatrice du monde. Les études décoloniales, c'est de la merde. Ça n'a aucune valeur scientifique, c'est de la bouillie militante et rien de plus. Il faut comprendre ça. Ces non prises en compte des arguments que j'apportais, mes propos étaient jugés trop intenses, voire haineux. Alors oui, il y a véritablement de la haine dans tes propos et le coup du « il n'écoutait pas ce que je dis », nous on peut dire exactement la même chose en fait, à la différence que moi, quand je compare, notamment dans ce qui se fait au niveau du débat sur Internet, je remarque que les gens que vous êtes censés combattre, ils sont souvent beaucoup plus informés sur votre idéologie que vous ne l'êtes sur la leur. Moi, j'ai lu Kimberlé Crenshaw, j'ai lu Fanon, Sartre, j'ai lu Papendia, Décugis, Tabouaf, Boutelja, Laganerie, Bégodeau, et j'en passe des tonnes. Combien d'auteurs de droite est-ce que tu as lu, toi? Est-ce que tu es vraiment capable de définir les différents courants de la droite? De citer leurs auteurs, leurs penseurs, leurs concepts? De nous dire quels sont les points de désaccord entre les différents courants de droite? Je pense pas. Et ça, c'est tout le problème de ces militants d'extrême gauche, c'est qu'ils évoluent en vase clos. Vous avez vu d'ailleurs, il l'a dit au début, il sélectionne ses amis selon des critères politiques. Mais vraiment, les gauchistes, vous êtes des gros nuls, vous êtes incultes, vous manquez de curiosité, vous êtes des obsédés, des fanatiques, mais certainement pas des penseurs. Vous n'êtes bons qu'à appliquer les principes qu'on vous a bourrés dans le crâne et à répéter des slogans, c'est tout. Parce qu'en ce moment, je regarde quand même pas mal de vidéos de gens très à gauche, notamment pour faire des analyses ou des réacts, et ce qui en ressort, c'est qu'il y a très peu d'arguments en réalité. Beaucoup d'emballage, mais pas grand-chose dans la boîte. C'est que de la répétition bête et méchante, assaisonnée d'un petit peu de pathos, comme « ma prof me mettait des zéros parce qu'elle n'était pas d'accord avec mes arguments décoloniaux ». Ouin ouin. C'est insupportable. D'ailleurs, c'est pour ça que malgré tout le pognon que vous recevez, toutes les aides dont vous disposez, vous faites si peu de vues quand même. Même les gens qui sont d'accord avec vous, ils en ont marre. Il arrivait même que je me convainque moi-même que c'était moi le problème. Mais alors clairement, tu es le problème. Si tu as à ce point un problème avec la France et les Français, avec l'Occident, et que tu es à ce point fier de ton pays d'origine, mais tu peux y retourner. Et il n'y a rien de méchant quand je dis ça. Vraiment, tu t'y sentiras peut-être plus enraciné, plus épanoui. Tu pourras consacrer ton temps et ta matière grise à des choses peut-être autrement plus saines et constructives. Mais juste un truc, ce que tu viens de dire là, c'est la preuve que le bourrage de crâne que tu as subi, il est en phase terminale. Parce que ce que tu viens de décrire ici, ça s'appelle se remettre en question. Et en fait, quand on cherche à réfléchir à quelque chose, à penser le monde, c'est quelque chose de tout à fait sain. Donc, tout ce que tu viens nous confier ici, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es fait tellement laver le cerveau que tu vas plus jamais penser contre toi-même, plus jamais te remettre en question et uniquement te contenter de répéter ce qu'on te dit de répéter comme une gentille petite machine. Eh ben, bravo. Bravo à toi. Je faisais gaffe à mes mots, je me retenais de brusquer. Mais tu sais, tout le monde fait ça. Et c'est normal. Ça s'appelle des règles de savoir-vivre. Et d'ailleurs, en Asie du Sud-Est, c'est tout particulièrement vrai. Il faudrait peut-être que tu ailles y faire un tour. Ça élargirait peut-être un peu ta vision du monde. Ça te ferait du bien, ça te ferait grandir. Et tu verrais à quel point en France, globalement, on est très, voire trop franc du collier comparé à d'autres cultures. Et vous voyez, ça, c'est aussi extrêmement intéressant. C'est que toutes ces de mouvements ultra politisés des coloniaux, ils sont tenus par des gens qui fantasment leur pays d'origine et qui vivent 95% du temps en France ou dans des pays occidentaux. Et malgré tous ces efforts, j'étais quand même perçu comme excessif. Quelle que soit la forme, c'était toujours trop. Oui, voilà, mais moi c'est pareil quand on parle des Arabes avec ma cousine, c'est normal. Ça s'appelle avoir des désaccords et ça s'appelle gérer ses émotions. Il s'agirait de grandir. Parce que finalement, ce qui gênait, c'était l'évocation même de la problématique raciale. Et ça, il faut absolument, vraiment, que les militants des coloniaux antiracistes, etc., comprennent et admettent que c'est à cause de leur insistance ultra lourde sur l'appartenance racialo-communautaire qu'aujourd'hui, ce discours-là, il est
de plus en plus présent chez les Blancs. Les discours ultra-identitaires de Conversano, de personnes comme ça, c'est très clairement vous qui les avez fait monter, en faisant du blanc le responsable de tous les maux de la terre, en les traitant de tous les noms, en les humiliant, etc. Vous avez créé un sentiment d'appartenance raciale extrêmement fort chez les Blancs, qui jusque-là était quasiment inexistant, au nom d'ailleurs du principe universaliste, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et c'est pour ça que votre combat, il est indéfendable en fait. L'ennemi que vous êtes en train de combattre, c'est vous qui le créez. J'étais quand même perçu comme excessif. Quelle que soit la forme, c'était toujours trop. Parce que finalement, ce qui gênait, c'était l'évocation même de la problématique raciale. Une gêne qui, selon moi, découle d'une croyance farouche en la capacité de la France à concrétiser sa devise à travers l'universalisme républicain. Et ça, moi, ça me plaît toujours beaucoup quand ils avouent ouvertement qu'ils rejettent l'idéal universaliste républicain. Un idéal qui prenait donc l'idée de faire fi des différences raciales parce que, au contraire, tout ce qu'ils veulent, c'est les mettre le plus en avant possible. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'on définit d'extrême droite, c'est justement les partis qui sortent du cadre républicain. Mais par miracle, cette sortie du cadre républicain, ça ne concerne pas la gauche. Vous voyez, on joue au même jeu, mais pas du tout avec les mêmes règles. Et pourtant, c'est eux qui chouinent le plus. C'est quand même incroyable. Car autant inculqué dès les bancs de l'école que diffus dans toutes les productions culturelles. Bon, c'est bien, le mec fait le travail à ma place. Merci de reconnaître que les œuvres culturelles et l'éducation nationale ont pendant très longtemps véhiculé un message non pas raciste bien évidemment, mais universaliste. C'est-à-dire que la France a fait le choix de placer ses propres enfants non pas au-dessus, mais au même niveau que les nouveaux arrivants. Ce qui est quelque chose que quasiment aucun autre pays au monde n'a fait ou n'a eu même à faire. Ça, il faut quand même que tu te le mettes dans le crâne. J'ai grandi en cité, j'étais bon à l'école jusqu'au jour où je ne l'étais plus. La drogue, le mauvais entourage, le décrochage, la dépression, le deal, la violence. Le genre de parcours qu'on te ressort pour te disqualifier dès que tu l'ouvres. C'est faux. Ça, c'est totalement faux. Ce genre de parcours, ce n'est pas disqualificatif, c'est un CV. Aujourd'hui, à l'époque du sentimentalisme débridé qu'on vit, mettre en avant les difficultés sociales, les problèmes, les malheurs pour faire pleurer dans les chaumières, il n'y a que ça qui marche. Aujourd'hui, si vous voulez percer, si vous voulez faire carrière, surtout dans les médias, mais vous devez mettre en avant votre passé sombre, votre passé douloureux, vos traumatismes, etc. Tout le monde le fait, toutes les célébrités, tous les petits militants le font. Dire que c'est un handicap aujourd'hui, c'est faux et c'est une hypocrisie absolument répugnante. Il y a des gens qui vont même jusqu'à s'inventer des passés sombres ou bien grossir le trait sur ce qu'ils ont vécu parce que c'est infiniment plus vendeur. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Dalrymple qui parle du sujet. Donc, je vous ferai une vidéo un de ces jours dessus d'ailleurs. Vous allez vous régaler, mais on est en plein dedans là, exactement dans cette thématique. Les points inclusifs dans le titre et tout. Ils font exprès de mettre des triggers pour les gens de droite, comme disent les jeunes. Bon, c'est quand même intéressant cette vidéo. C'est-à-dire que d'une manière générale, plus on a donné d'importance à nos amis les racisés, plus on a bridé la parole des Français de souche, plus on leur a donné la France sur un plateau, et plus ils en demandent. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'au final, ils peuvent se donner l'impression que c'est eux qui ont remporté le combat, alors qu'en réalité, on leur a tout donné. C'est incroyable. Je n'ai pas le souvenir d'une pause depuis que j'ai l'âge de raison. La Zoubida de la gaffe, les biscuits bamboula, les caricatures d'asiatiques, des inconnus à celles de Kev Adams et Gad Elmaleh. Chevènement nous qualifiant de sauvageons, Chirac étalant sa morgue et son projet anti-immigration avec le bruit et l'odeur, Sarkozy voulant nettoyer nos quartiers au Karcher, Bolloré parlant de mener un combat civilisationnel. Et là, il y a plein de choses intéressantes. Déjà, vous voyez, on comprend mieux pourquoi ce mec, issu d'une des immigrations les plus appréciées et respectées de France, et surtout celle qui s'en sortent le mieux en France, utilise le « nous » pour parler globalement des Noirs et des Arabes. Parce que ce mec, il appartient quand même à une communauté qui prouve qu'en France, l'origine étrangère n'est pas un frein à la réussite. Et c'est encore plus vérifiable aux États-Unis, où les statistiques ethniques ne sont pas interdites. On peut remarquer que la catégorie d'individus qui s'en sort le mieux là-bas, qui gagne le plus,
Ce ne sont pas des hommes, mais des femmes, non pas blanches, mais asiatiques. Parce que le véritable facteur qui va faire la différence dans la réussite socio-économique des différentes communautés, et ça c'est vraiment le tabou ultime, mais c'est ça, c'est la culture et les valeurs inculquées par ces différentes cultures. Les cultures asiatiques qui mettent l'accent sur la famille, la solidarité familiale, l'honneur, l'honnêteté, le travail, curieusement, ça produit des individus qui réussissent mieux que les cultures qui prônent, disons, des valeurs moins saines ou moins efficaces à produire des individus qui s'en sortent bien dans la vie. Mais vous voyez, on comprend mieux pourquoi il utilise un nous. En gros, il a essayé de se solidariser à une sorte de communauté d'anciens colonisés. Vous voyez, leur point commun, c'est ça en fait. C'est surtout d'avoir en fait désigné un ennemi commun. C'est ça leur délire. C'est-à-dire que ce mec-là, il s'identifie même pas en tant que Laotien, mais plutôt en tant que colonisé. Et il s'attache beaucoup plus à cette étiquette de victime qu'à sa culture, qu'à son pays d'origine. Mais enfin, à qui est-ce qu'il va essayer de faire croire que la communauté asiatique, que ce soit l'Asie de l'Est ou du Sud-Est, se solidarise avec la culture des quartiers des Noirs et des Arabes de France? Ça n'a strictement aucun sens. D'autant plus que les plus racistes envers les Asiatiques, ils viennent souvent de ces quartiers-là. Mais il y a autre chose qui est intéressant aussi là-dedans, c'est quand il parle de la Zoubida, ou de ce genre d'humour, tout comme le spectacle de Michel Leb sur l'Africain. Donc globalement, un type d'humour totalement interdit aujourd'hui. Mais enfin, il faut quand même bien comprendre, et ça c'est quelque chose que Georges, de la chaîne de Georges, a très bien analysé encore une fois récemment, mais qu'on a assisté en France à une communautarisation de l'humour à l'américaine. Donc des blagues par les Noirs pour les Noirs, par les Arabes pour les Arabes, par les Asiatiques pour les Asiatiques, ou bien des blagues sur les Blancs, par les Arabes et par les Noirs. Parce que si tout le monde s'est offusqué du fameux spectacle de Michel Leb, dans les années 80 il me semble, il faut quand même voir que les humoristes arabes ou maghrébins comme Mustapha El Atrassi ou Bellatar, quand ils font des blagues sur les Français ou sur les Blancs, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'un Michel Leb a pu faire. Il dépasse parfois simplement le cadre de la blague pour rentrer dans l'insulte pure et dure. Et ça choque personne. Parce que franchement, regardez le fameux spectacle de Michel Leb, vous allez voir que comparé à ce que font certains aujourd'hui, c'était quand même vachement bon enfant. On les laisse dire, on les invite, on les publie, on les commente. Alors, si seulement c'était vrai. En réalité, les personnalités de droite sont souvent privées de plateaux télé ou de certains journaux, et c'est encore pire pour les chercheurs en sciences sociales, qui ne suivent pas la doxa. Ils sont carrément mis au banc. Donc toi, en fait, ce que tu préconises, c'est la censure, comme tous ces militants d'extrême gauche. Parce que ce qui vous prépare, là, n'allez pas croire que c'est un paradis terrestre. C'est une dictature en puissance. Et tiens, d'ailleurs, mon petit Franck là-haut, tu sais ce que c'est ? C'est exactement ce que tes parents ont fui. C'est exactement pour ça qu'ils se sont réfugiés en France. Pays sur lequel tu craches allègrement aujourd'hui. Parce que l'extrême gauche, ça ne mène qu'à des catastrophes. Mais quant à toi, quand tu affirmes et démontres preuve à l'appui que le racisme est structurel en France, là, on t'arrête, on te coupe. Ça, c'est vrai. Le racisme anti-blanc est structurel et il est systémique en France. Ça fait partie des choses que j'affirme et instantanément, on me coupe quand je dis ça. Donc là, il a raison, incontestablement. En France, on se fait attaquer spécifiquement en raison de sa couleur de peau, dans la rue, quand on est blanc. Quand même beaucoup moins fréquent de se faire attaquer par des blancs quand on est noir ou arabe. On est aussi beaucoup plus sujet aux insultes, aux moqueries, aux raquettes, que ce soit à l'école, dans la rue, ou même dans les médias, où c'est devenu la norme de se moquer du blanc, qui est plus que jamais dévalorisé et de moins en moins représenté, que ce soit dans les médias ou dans le sport. On rappelle quand même qu'il n'y a plus aucun blanc dans l'équipe de France. Les Français autochtones ne peuvent même pas se sentir représentés par l'équipe de foot de leur pays. Mais rendez-vous compte quand même. Dans les transports, typiquement, à la SNCF, les contrôleurs vont beaucoup plus avoir tendance à donner des amendes aux blancs plutôt qu'aux racisés, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus dociles. Idem pour la police qui va davantage mettre des contraventions pour des micro-infractions pour remplir les caisses de l'État et qui va laisser filer les racisés de peur que la situation ne s'envenime et que le pays devienne à feu et à sang. Et lorsque les Blancs organisent des manifestations, quand les gilets jaunes ou les paysans, on leur envoie des véhicules blindés, on leur tire dessus, on leur crève les yeux. Quand c'est les mecs des banlieues qui enflamment le pays, qui le mettent à feu et à sang, qui causent des millions et des millions d'euros de dégâts, on regarde sagement sans oser rien faire.
parce que faire quelque chose, ce serait raciste. Donc oui, il y a un racisme systémique anti-blanc en France, et il est très difficile de le dénoncer. Alors j'ai compris que l'attitude qu'il fallait adopter n'était pas la retenue. Retenir ses idées, c'est se frustrer en les gardant à l'état de graines. D'accord, très bien. Et pourquoi est-ce que nous, qui ne partageons pas tes idées, tu condamnes l'expression de nos idées? Pourquoi est-ce qu'elles devraient rester des petites graines, nos idées? Tu sais, la liberté d'expression, ça marche pas que avec les gens avec qui tu es d'accord. Sinon, on n'appelle plus ça de la liberté d'expression, on appelle ça un totalitarisme. Au contraire, il fallait que je les laisse s'exprimer et prendre racine. Et radical, étymologiquement, ça veut dire exactement ça. Ce qui va à la racine. Aucun excès. Et du coup, quitte à parler d'enracinement, pourquoi tu retournes pas au Laos pour t'enraciner? Et sans aucune mauvaise pensée, sans agressivité, sans rien, quand je dis ça. Qu'est-ce qui te retient de retourner au Laos? Le véritable décolonialisme, si tu veux, il est là. Faut arrêter avec ce discours complètement schizo, là, qui consiste à dire j'aime la France et en même temps passer ton temps à dire à quel point tu détestes tout ce qui émane de ce pays, de son peuple à sa culture. Imagine, tu te mets en couple avec une nana et que tu tiennes un discours du genre je l'aime, par contre, il faut qu'elle change à peu près tout, parce que je déteste tout chez elle. Hein, tu vois, bon, c'est pas de l'amour, hein, c'est ce qu'on appelle une relation ultra toxique de psychopathe. Donc pourquoi est-ce que tu insistes à ce point-là avec cette relation toxique? Quitte-la, la France. Quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on ne cherche pas aussi obstinément à vouloir le changer. Ça n'a aucun sens. Quand je dis nous, je sais que c'est un mot complexe. Les diverses populations non blanches ne vivent pas le même racisme. Ah bah quand même, il va y venir, merci. C'est-à-dire que même lui, il sent qu'il y a quelque chose qui déconne avec ce « nous », au point qu'il se sent obligé de s'en justifier. Et ça, c'est intéressant, parce que ça ressemble quand même à un « nous » assez unilatéral, si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il dit « nous », c'est pas sûr que tous les « nous » en face, ils disent « nous » aussi, en le mettant dedans. Moi-même, avec mes origines sud-est asiatiques, je vis des choses spécifiques que d'autres dans ce nous ne vivent pas. Et que d'autres, dans ce nous, te font vivre. Va jusqu'au bout, sois honnête. Mais il faut vraiment comprendre le pourquoi de ce nous. Hein. C'est qu'il y a vraiment une logique d'exclusion là-dedans. C'est vraiment les racisés contre les blancs. C'est ça l'idée. Et vice-versa. Mais ce qui nous relie, c'est une expérience commune. Celle d'être toujours renvoyé à une race qu'on nous a assignée. Et ça, encore une fois, c'est un mensonge. En fait, non, c'est pire que ça. C'est du rabâchage bête et méchant, de la répétition sans aucune réflexion, de formules militantes toutes faites, issues de pseudo-chercheurs en sciences sociales. Cette histoire de race qu'on leur aurait assignée, c'est un mensonge. En réalité, les Noirs et les Arabes, enfin plutôt les Maghrébins de France, ils sont extrêmement fiers de leur race, de leur culture. Ils ont un sentiment d'appartenance ultra fort. Rien ne leur a été assigné, c'est quelque chose qu'ils revendiquent eux-mêmes haut et fort. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Comment on peut continuer à déblatérer des bêtises pareilles et se baser sur une définition aussi stupide alors que c'est évidemment totalement faux? Ce qui a empêché l'intégration, voire l'assimilation de certaines communautés, c'est bien davantage l'attachement très fort de ces communautés à leur culture d'origine, mais aussi le rejet et la haine de la France et des Français. La preuve, c'est que les premières générations d'Italiens ou de Portugais, ils ont souffert 1000 fois plus. Ils leur ont fait la misère, les Français. Et pourtant, ils ont quand même réussi à s'intégrer et même à s'assimiler au fur et à mesure des générations. Alors que pour les communautés maghrébo-subsahariennes, plus les générations passent, et moins ils sont assimilés. Et on leur a donné une telle puissance, un tel soft power, notamment à travers le rap, qu'on assiste à un phénomène d'assimilation à l'envers. Ou même des mecs comme Franck Lao, d'ailleurs je sais pas si Lao c'est son véritable nom de famille ou un hommage à son pays d'origine, et bref, même où des mecs comme lui vont préférer s'identifier à ce nous plutôt qu'à la France, qui, je le rappelle, a ouvert les bras aux siens, a littéralement sauvé la vie à des dizaines de milliers de réfugiés d'Asie du Sud-Est. Mais évidemment, avec sa vision décoloniale ultra biaisée, il va certainement mettre la guerre civile du Laos des années 70 sur le dos du décolonialisme. Alors que c'est quand même beaucoup plus directement lié à l'idéologie d'extrême gauche qu'il est lui-même en train de défendre aujourd'hui. Et je trouve ça, mais vraiment, mais à vomir, hein, vraiment. C'est indigne.
pas une identité abstraite et monolithique, mais une condition partagée qui nous conduit à résister. Et d'ailleurs, tout dans le montage, alors je vous mets pas tout pour juste vous mettre en gros les grandes lignes de la vidéo, mais vous voyez, dans le montage, il y a beaucoup de choses comme ça, d'éléments un peu hip-hop. Et ça, c'est quand même intéressant aussi, parce qu'à chaque fois que je mets ça sur la table, le fait que le hip-hop, le rap véhicule donc une certaine vision politique, mais engendre aussi certains comportements, parce que c'est une véritable culture, une subculture, qui a des conséquences concrètes sur la jeunesse, qui véhicule des idées, mais aussi certains modes de vie, on me dit que c'est faux. Et d'ailleurs, tous les gens qui me disent que c'est faux, c'est justement les gens qui ont adopté tous les codes de cette sous-culture, enfin de cette subculture, si vous préférez, et qui donc écoutent du rap, ce qui est quand même assez comique. Bref, donc voilà. C'est ce que je vous disais. Si vous voulez, il essaye de faire de son identité d'ancien colonisé l'alpha et l'oméga de sa personnalité. Il essaye de trouver un sentiment d'appartenance autour de ça, alors qu'il serait certainement mais beaucoup plus heureux au Laos, en fait. Tout simplement. Parce que tu as le choix, en fait. Tu peux encore retourner dans ton pays. Moi, qui ne suis plus en France, dans mon pays actuellement, quand j'y retourne, mais je ne le retrouve pas, mon pays. Toi, tu peux le retrouver. Toi, tu as cette chance, alors vas-y. Toni Morrison a dit, et je paraphrase, que la fonction du racisme, c'est la distraction. Ça te fait expliquer encore et encore ta raison d'être. Ça te fait justifier ta présence, ça t'empêche de vivre librement. Pendant que tu es occupé à prouver ton humanité, celles et ceux qui n'ont pas à y penser avancent et profitent. Non, moi je pense que tu as beaucoup trop de temps libre et que tu devrais faire quelque chose de ta vie. En fait, le drame absolu dans tout ça, c'est que cette phrase-là que tu viens de prononcer, je pourrais dire exactement la même chose en tant que blanc, et les blancs qui m'écoutent s'y reconnaîtraient. Moi, tu sais, je suis pas identitaire, je suis pas obsédé par la couleur de peau, loin de là, mais ce que je constate, c'est que vos conneries, là, cette habitude que vous avez de systématiquement désigner le blanc comme un ennemi, de le déshumaniser, justement, c'est en train de créer une radicalité aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez accepter de comprendre, c'est que cette radicalité chez les Blancs, c'est vous qui l'a créée à force de discours comme celui-là. Vraiment, écoutez la suite de cette phrase. On te demande d'être mesuré pour que tu passes ton temps et ton énergie à formuler correctement au lieu de construire concrètement. Vous voyez, en tant que Blanc, on peut s'y reconnaître parfaitement. Le problème, le véritable problème, mon cher Franck Lao, c'est que ce multiculturalisme forcé, obsessionnel, qui se fait au détriment du peuple autochtone, du pays dans lequel tu vis. Et le plus comique, mais aussi le plus hypocrite dans tout ça, c'est que le Laos, c'est un pays qui est extrêmement protectionniste, extrêmement fermé à l'immigration. C'est pas un pays multiculturel. Il est extrêmement difficile d'être naturalisé. Alors certes, le Laos, c'est un pays qui a ses problèmes, mais au moins il y a une cohésion, une cohérence nationale, un sentiment d'appartenance fort. Il y a une culture affirmée, des traditions, des coutumes, qu'aucun immigré ou étranger ou touriste ne viendrait remettre en question pour imposer les siennes. Tu comprends ? Alors pourquoi est-ce que ce privilège dont disposent les Laotiens, tu le refuses aux Français ? Et si c'était ça, le véritable racisme, le fait de refuser à certaines races, certains peuples, que tu méprises, des droits que tu trouves tout à fait normaux pour le peuple auquel tu appartiens.